Alors, chères étudiantes, chers étudiants, chers élèves de la classe de première, chers collègues de l'enseignement secondaire, chers amoureux et amoureuses de l'histoire, je vous retrouve pour la deuxième partie de notre cours consacré à l'Europe en 1914. Et après un bilan que j'ai dressé dans un grand 1 de la domination européenne sur le monde dans le domaine politique, dans le domaine démographique et culturel et dans le domaine économique et financier, je voudrais maintenant vous montrer dans une deuxième partie toutes les menaces et les limites, en fait, je vais donc relativiser, qui pèsent sur le continent européen, sur la suprématie européenne sur le monde, au cours de cette année 1914, prise si vous voulez comme un instantané. Alors, je vous montre le plan que j'ai suivi pour cette deuxième partie. Le voici. Hein. Vous voyez que dans un premier temps, je vais vous évoquer la montée des querelles européennes, intra-européennes, mais également des puissances concurrentes qui émergent dans le monde. Vous allez voir que dans un deuxième temps, je vous évoquerai les craquements des empires coloniaux qui deviennent de plus en plus importants à partir des années 1896-1900. Et puis, nous nous élèverons d'un niveau, puisque dans un troisième temps, je vous parlerai de ce qu'il est convenu d'appeler les débuts, les prémices d'une crise civilisationnelle. Rien moins qu'une crise civilisationnelle. Alors, premier temps, la montée des antagonismes en Europe et des concurrences dans le monde. Eh bien, de très vives tensions opposent les puissances européennes, nous l'avons vu, dans leur fameuse course au clocher, en particulier en Afrique, leur volonté d'être les premières à arriver sur un territoire pour y planter le drapeau. Nous avions vu en particulier que c'était le cas à Fashoda, l'épisode un peu emblématique, je dirais, où Marchand, au nom de la France, était le premier à être arrivé pour planter le drapeau français et affirmer sa domination sur ce territoire du Tchad, du Sahel en fait, pour relier les possessions françaises de l'Afrique occidentale jusqu'à l'Afrique orientale, puisque la France avait des possessions aux deux extrêmes de l'Afrique. Et que les Britanniques en étaient fort maris, puisqu'eux-mêmes voulaient, par Fashoda justement, par le Sahel, relier leurs possessions du nord de l'Afrique à celle de l'Afrique du Sud. Mais que finalement, la France avait reculé à Fashoda pour éviter un conflit européen, un conflit franco-britannique, possiblement conflit européen. Ces tensions n'ont cessé de s'accroître, en fait. Pourquoi? Par la réduction des espaces disponibles et l'arrivée dans la compétition de nouveaux concurrents qui, nous l'avons vu, en 1870-1871, ont fait leur unité, leur unification. L'Allemagne, le Deuxième Reich, au lendemain de la guerre contre la France, en 1870-1871, et conséquemment, avec cette guerre, l'Italie qui, sans parachever pour autant son unité, car dans l'esprit des Italiens, il manque encore quelques terres que les Italiens appelleront les terres irrédentes. On pense par exemple à Trieste, on pense au Trentin, ou à l'Istrie, mais par contre, elle a obtenu en fait que Rome devienne sa capitale. Rome qui a été prise, vous le savez, nous l'avons vu, au pape en 1871. Libérés de cette hypothèque, l'Allemagne et l'Italie, qui désormais sont des territoires unifiés, vont à leur tour se lancer dans les conquêtes, espérant bien, j'avais utilisé cette expression pour l'Allemagne, se faire, elles aussi, une place au soleil. Et dans cette concurrence effrénée que se livrent les peuples européens, les gouvernements, mais aussi la presse, les opinions publiques, certains groupes de pression, certaines ligues vont s'enflammer en plusieurs occasions. Alors j'évoquais bien évidemment entre la France et la Grande-Bretagne la crise de Fashoda,
qui est emblématique, mais vous vous souvenez également, pour ne donner qu'un deuxième exemple, les deux crises franco-allemandes de Tanger en 1905 et d'Agadir en 1911. Elles sont également très symboliques. Alors, parallèlement à cette concurrence effrénée que se livrent les puissances européennes pour acquérir des territoires outre-mer et accroître leurs empires coloniaux, que nous avons vu en détail dans le cours numéro 11, eh bien, il y a une véritable montée en puissance des États-Unis et du Japon, qui entraîne d'une certaine façon, on peut utiliser le terme, une mondialisation des rapports internationaux à la veille de la guerre de 14. Dans les années qui ont précédé, les États-Unis, par exemple, ont été associés aux grandes conférences internationales, ce qui n'était pas le cas. Les États-Unis, d'ailleurs, pratiquant une forme d'isolationnisme continental, s'intéressant avant tout qu'à leur propre continent, en vertu, nous l'avons dit aussi, de la doctrine Monroe de 1823. Et jusque-là, les Américains, par exemple, n'avaient pas été invités à participer aux grandes conférences internationales. Eh bien, c'est le cas, justement, à partir de cette époque-là. Il faut dire que les Américains sont montés en puissance, nous l'avons dit dans la partie précédente, ils sont montés en puissance d'un point de vue industriel, d'un point de vue économique, et militairement, et ça a valeur de symbole, plus même que de symbole, ils ont défait les Espagnols à Cuba. Cuba abandonne, je dirais, la domination espagnole à ce moment-là, en 1898. C'est une année marquée d'une pierre noire pour l'Espagne, que cette défaite cuisante face aux États-Unis d'Amérique et que la perte de Cuba. Mais, nous l'avons dit aussi, les Japonais, à la surprise générale, ont défait les Russes. Ils les ont défaits sur mer et ils les ont défaits sur terre en 1905, à tel point que ça a été, vous le savez, l'une des grandes causes du déclenchement de la première révolution russe, de la révolution de 1905. Imaginez, le cas est encore plus frappant, je dirais plus humiliant pour les Européens que le cas des États-Unis d'Amérique, devenue première puissance industrielle mondiale, puisque là c'est un peuple considéré, je mets ça avec des guillemets bien évidemment, comme inférieur par les Européens, les jaunes, disait-on à l'époque, eh bien, qui ont vaincu une grande nation européenne, la nation russe. Et États-Unis d'une part et Japonais de l'autre, dans le cadre d'une forme de nationalisme qui se met en place, nous reviendrons tout à l'heure sur le terme nationalisme, dans ces États, dans ces nations, eh bien, à leur tour, sont en train de se constituer des empires coloniaux au détriment des Européens. Et puis en matière économique, je vous le disais, l'Europe subit la concurrence de pays extra-européens, principalement à l'époque les États-Unis, et cela commence un peu, le Japon. Alors il y a un fait éminemment symbolique qu'il faut que je vous cite ici, eh bien c'est le canal de Panama. Vous vous souvenez sans doute, je vous l'avais dit dans un cours précédent, que c'est Ferdinand de Lesseps, après avoir creusé puis inauguré en 1869 le canal de Suez, qui a eu cette idée du canal de Panama. Mais pour différentes raisons, la principale étant le scandale qui va éclater, puisque un certain nombre de parlementaires français s'étaient fait acheter pour que la société concessionnaire du canal de Panama puisse œuvrer et soit encouragée. Et Ferdinand de Lesseps avait, entre guillemets, trempé dans l'affaire, même si son fils publiera une brochure pour essayer de l'en disculper, eh bien, cette affaire avait entraîné le désinvestissement de Lesseps et de la France, et qui s'était engouffré là-dedans, les États-Unis d'Amérique, qui avaient repris le flambeau. Et tout un symbole, au moment où l'Europe va se déchirer, va se faire la guerre, en août 1914, nous allons y revenir, eh bien, ce canal de Panama est inauguré par les Américains. Canal de Panama dont les esprits les plus lucides savent déjà que lorsqu'il fonctionnera à plein, il va modifier radicalement les circuits commerciaux internationaux,
modifier la géographie économique mondiale, et ce au détriment du vieux continent et au profit des États-Unis d'Amérique, reliant l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Alors, deuxième temps de cette deuxième grande partie, les premiers craquements des empires coloniaux. La rivalité des puissances coloniales et leur défaite face aux Américains et aux Japonais ont affaibli, bien sûr, leur prestige vis-à-vis des peuples extra-européens qu'ils avaient colonisés. En outre, autre épisode symbolique, comme la défaite à Cuba des Espagnols, comme la défaite russe en 1905, les Italiens, et c'est peut-être encore plus fort, ont été battus par les Éthiopiens en 1896. C'est la déroute d'Adoua, où une division entière italienne est taillée en pièces dans un défilé dans lequel elle s'est imprudemment engagée par les Éthiopiens, imaginez, qui n'ont pas d'armes sophistiquées, qui se battent avec des saguets et des boucliers. Donc c'est un choc psychologique pour les Européens et c'est un signal pour les peuples dominés qu'ils peuvent vaincre les Européens. Mais il y a encore plus grave pour les Européens. Vous savez que, et nous avons cessé de le dire pendant les séances précédentes, les Britanniques sont la première puissance européenne et mondiale à l'époque. Eh bien, les Britanniques sont confrontés en Afrique du Sud en 1899 à la révolte des Boers. Alors les Boers, ce sont les autochtones. Il y a parmi eux des descendants d'Anglais, mais surtout des descendants de Français et plus encore de Néerlandais et d'Allemands. Boer est le mot qui signifie en afrikaner, c'est-à-dire en néerlandais légèrement modifié par 3 siècles de présence en Afrique, paysan. Eh bien, ce sont les Boers de simples paysans qui vont, avec des pétoires, tenir tête dans une guérilla à l'armée britannique, 1899. Il va falloir 3 ans, jusqu'en 1902, pour que l'armée britannique, qui va devoir envoyer de plus en plus d'hommes, des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes, et pratiquer une politique très dure, y compris de camps de concentration à l'égard des Boers, pour arriver à écraser cette révolte. Les Européens, il faut le dire, sont démunis face à la guérilla en terrain difficile en milieu hostile, et également devant la résistance et la volonté d'indépendance ou de reconnaissance de ces peuples. Ils sont confrontés à de multiples révoltes dans leurs colonies. Un exemple parmi d'autres, les Britanniques subissent périodiquement des flambées de violence en Inde, en Birmanie et également en Afrique noire. Alors les Européens doivent aussi lutter contre une opposition beaucoup plus pensée, beaucoup plus réfléchie, qui est neuve et qui commence à se structurer et qui espère profiter en fait des affaiblissements de la métropole pour faire passer ses revendications, autonomistes dans certains cas, voire indépendantistes dans d'autres cas. L'exemple que j'ai choisi de vous développer est l'exemple le plus connu. C'est l'exemple du joyau de l'Empire britannique, c'est-à-dire les Indes. En Inde se constitue en 1885, donc de manière très précoce, le parti du Congrès national qui va devenir très puissant et qui va se trouver une figure de proue en la personne de Gandhi. Gandhi, c'est un avocat indien qui a défendu la cause de ses compatriotes exploités en Afrique du Sud, puisque les Britanniques avaient emmené des Indiens pour travailler sur des chantiers. C'était une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci, très souple, et qui travaillait dans des conditions inhumaines. Et Gandhi avait été sur place bien, pour défendre ses compatriotes. Gandhi va revenir, il a fait ses études dans les meilleures universités britanniques, il maîtrise l'art de l'éloquence, il est extrêmement intelligent, il est déterminé, et il va rentrer dans sa patrie, l'Inde, pour y prôner les mots
datent de cette époque, viennent de lui. La désobéissance civile et la non-violence active, consistant entre autres à boycotter les produits fabriqués en Angleterre. Vous savez que les Britanniques exploitaient le coton des Indes et l'envoyaient dans les fabriques de Manchester, de Bolton, du Lancashire, eh bien, pour en faire des tissus, des vêtements. Eh bien, Gandhi va, avec un rouet, montrer que les Indiens ne doivent plus se laisser faire et doivent eux-mêmes tisser le coton, que les Britanniques n'ont pas, d'une certaine façon, à leur voler leur matière première. Et à une moindre échelle, eh bien, des mouvements similaires vont apparaître dans toutes les autres colonies. Alors regardons maintenant, dans un troisième et dernier temps de ce grand 2, eh bien, que vous voyez là, les prémices de ce que j'ai appelé carrément une crise civilisationnelle. En effet, cette contestation montante inquiète bien évidemment les Européens. Parallèlement, nous l'avons dit dans un cours précédent, leurs certitudes scientifiques les mieux établies commencent à être ébranlées. Leur foi en un progrès continu de l'humanité vacille. Cette foi, vous vous en souvenez, avait été, je dirais, portée à une forme d'apogée par le positivisme et par le scientisme. Un homme comme Pasteur, qualifié de bienfaiteur de l'humanité, incarnait d'une certaine façon cette foi dans le progrès. Eh bien, désormais, dans les années 1900, ces certitudes, cette foi dans le progrès, sont remis en cause. Beaucoup d'hommes de lettres, d'artistes, partagent ces convictions et mettent maintenant en doute la capacité de l'Europe à dominer la planète. Chez certains, comme Alfred Jarry, l'auteur du célèbre, il va devenir très célèbre très vite, Père Ubu, cela va se traduire, vous le savez sans doute, par la composition, la description d'un monde de fiction cocasse et absurde. On ne sait pas où on va, on sombre dans une forme de tyrannie folle, ubuesque. Hein, on va forger le mot ubuesque à partir du père Ubu. Chez d'autres artistes, chez d'autres écrivains, cela revêt d'autres formes. Les peintres expressionnistes vont, par des œuvres d'une noirceur absolue, décrire cette perte des repères des Européens. On pense au très célèbre, et je pense que la plupart des étudiants le connaissent, l'ont déjà vu, ne serait-ce que par les détournements qui ont été faits, le tableau Le Cri d'Edvard Munch, le peintre norvégien. Quant aux futuristes italiens, eh bien, eux n'hésitent pas, c'est une autre porte de sortie, n'hésitent pas à exalter l'amour du danger et la guerre qu'ils présentent comme le seul moyen de s'en sortir. Marinetti, la figure de proue de ces futuristes italiens, parle de la guerre comme d'une hygiène du monde.